regardez le document, domaine 1, la réflexion. Donc, c'est un tableau de 2 parties. Maintenant, la première partie, chaque sujet, c'est la problématique. Par exemple, sujet 1, s'étonner, la philosophie n'a pas d'autre origine. La problématique, c'est l'origine de la philosophie. Donc, d'abord, pour un élève, il faut toujours essayer de savoir la problématique d'un sujet pour pouvoir faire une bonne dissertation. Donc, maintenant, nous allons parler pour comment ouvrir la synthèse sur la réflexion philosophique d'une façon générale, avec les origines de la philosophie. Donc, pour éviter de ne pas parler en l'air, donc vous avez face à vous un sujet. S'étonner, la philosophie n'a pas d'autre origine. Qu'en pensez-vous? Donc, maintenant, ce sujet nous invite à s'interroger sur l'origine de la philosophie. Maintenant, les origines de la philosophie, on peut parler de l'origine chronologique, on peut parler aussi de l'origine étymologique. Donc, la philosophie, comme d'habitude, vient du latin grec, vient du latin philosophia, qui veut dire amour de la sagesse. Très bien. Amour de la sagesse, c'est une quête de la vérité. Maintenant, l'origine intellectuelle, la philosophie a pour origine intellectuelle l'étonnement. S'étonner, c'est avoir le sens du problème et la faculté de douter. Donc maintenant, le sujet s'étonner, la philosophie n'a pas d'autre origine. Ici, face à cette dissertation, donc on peut faire des approches. Par exemple, au niveau de l'introduction. Donc si j'explique de trop l'origine de la philosophie, c'est à chaque fois une répétition, alors qu'aujourd'hui, la conférence est pratique pour éviter de parler en l'air. S'étonner, la philosophie n'a pas d'autre origine. Donc, vous essayez, ici, pour amener le sujet, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vite? Quels sont les mots clés du sujet? S'étonner, philosophie, origine, très bien. Donc, vous voyez, donc vous pouvez souligner les mots clés. Donc, maintenant, pour amener la dissertation, la première partie de l'introduction, c'est amener. On peut amener une dissertation à travers une pratique, laquelle il y a plusieurs façons. Maintenant, on peut amener un sujet à travers la définition des mots clés. Ici, que veut dire s'étonner? Oui, s'émerveiller, s'inquiéter, avoir le sens du problème. L'étonnement, c'est le fait d'être fasciné par quelque chose. S'émerveiller, très bien. Maintenant, que veut dire la philosophie? Que veut dire ici la philosophie? Définition, tentative, étymologiquement, amour de la sagesse, très bien, dans le cadre du sujet. Après, il y a le mot origine. Origine veut dire quoi? Genèse, très bien. D'où vient la philosophie? Est-ce clair? Donc maintenant, ici, tentative d'introduction, vous écrivez tentative, la pratique, tentative d'introduction. Après, Ndiaye fera la conférence. Tentative d'introduction. S'étonner, c'est avoir le sens du problème. 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 Virgule. La philosophie, quant à elle, étymologiquement, 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 est considérée comme amour de la sagesse. Est considérée comme amour de la sagesse. La philosophie étymologiquement est considérée comme amour de la sagesse. La philosophie étymologiquement est considérée comme amour de la sagesse. Alors que l'expression origine veut dire la provenance. Alors que l'expression origine veut dire la provenance. Alors que l'expression origine veut dire la provenance.
alors que l'expression origine veut dire la provenance. Point. C'est dans ce cadre. C'est dans ce cadre. C'est dans ce cadre. C'est dans ce cadre qu'il est dit avoir le sens du problème, virgule, avoir le sens du problème, virgule, avoir le sens du problème, virgule, l'amour de la sagesse, l'amour de la sagesse, l'amour de la sagesse n'a pas d'autre origine, point. L'amour de la sagesse n'a pas d'autre origine, point. L'amour de la sagesse n'a pas d'autre origine, point. Troisième étape, vous lisez, la problématique, c'est l'origine de la philosophie. Ce sujet nous invite-t-il Ce sujet nous invite-t-il Ce sujet nous invite-t-il Ce sujet nous invite-t-il à s'interroger sur l'origine de la philosophie, point d'interrogation. Ce sujet nous invite-t-il à s'interroger sur l'origine de la philosophie? Ce sujet nous invite-t-il à s'interroger sur l'origine de la philosophie? Point d'interrogation. Pour répondre à cette problématique, le besoin est de poser les questions suivantes. Pour répondre à cette problématique, le besoin est de poser les questions suivantes. Pour répondre à cette problématique, le besoin est de poser les questions suivantes. Deux points. Pourquoi s'étonner la philosophie n'a pas d'autre origine? Point d'interrogation. Pourquoi s'étonner la philosophie n'a pas d'autre origine? Point d'interrogation. Pourquoi s'étonner la philosophie n'a pas d'autre origine? Point d'interrogation. Pourquoi s'étonner la philosophie n'a pas d'autre origine? Point d'interrogation. Mais, la philosophie peut-elle être une quête? La philosophie peut-elle être une quête de la vérité? La philosophie peut-elle être une quête de la vérité? Point d'interrogation. Donc vous avez vu. Donc c'est tellement facile. Dans le cadre, c'est-à-dire de la méthodologie, de la dissertation, donc la pratique de la dissertation. Donc s'étonner la philosophie n'a pas d'autre origine. Donc dans le document, vous voyez, dans le document, toujours il y a les problématiques. Donc pour faire une dissertation, il faut d'abord identifier la problématique pour pouvoir connaître la thèse et l'antithèse. Donc ici, thèse, vous écrivez les origines de la philosophie, développement thèse, les origines de la philosophie. Développement thèse, les origines de la philosophie. Thèse, les origines de la philosophie. Les origines de la philosophie. On va parler de Pythagore et Socrate. Pythagore était considéré comme celui qui avait prononcé le mot philosophie. Très bien, les origines. Donc vous pouvez parler de Pythagore et de Socrate. Très bien. Quelques argumentations recevables à la ligne. Pythagore de Samos. Pythagore était considéré comme la première personne qui avait prononcé le mot philosophie. Pythagore était considéré comme la première personne qui avait prononcé le mot philosophie. Pythagore était considéré comme la première personne qui avait prononcé le mot philosophie, qui désignait le sage, virgule,
qui désignait le sage, virgule, mais la sagesse philosophique. Mais la sagesse philosophique. Est une quête du savoir. Mais la sagesse philosophique est une quête du savoir. Mais la sagesse philosophique est une quête du savoir. Est une quête du savoir. Point. En effet, Socrate avec la maïeutique. En effet, Socrate avec la maïeutique. Socrate avec la maïeutique. C'est-à-dire l'art d'accoucher les idées. 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 Par le biais de l'interrogation. L'art d'accoucher les idées par le biais de l'interrogation. Pousser les hommes à s'étonner. Pousser les hommes à s'étonner. Pousser les hommes à s'étonner. L'art d'accoucher les idées, pousser les hommes à s'étonner. Mais aussi à douter. Mais aussi à douter. Mais aussi à douter. Virgule. Ainsi dit-il dans la tête. Ainsi dit-il, c'est Socrate. Ainsi dit-il dans la tête. Ainsi dit-il dans la tête. T-H, 2 E. T-E, centre, T-E. Ainsi dit-il dans la tête. 2 points guillemets. La philosophie n'a pas d'autre origine que l'étonnement. Vous voyez comment cette citation touche le cœur du sujet. La philosophie n'a pas d'autre origine que l'étonnement. La philosophie n'a pas d'autre origine que l'étonnement. Fermez les guillemets. C'est pour dire que la base de la philosophie est l'étonnement. C'est pour dire que la base de la philosophie est l'étonnement. C'est pour dire que la base de la philosophie est l'étonnement. Donc, 3 points de suspension, après vous continuez. Donc, transition. Force est de reconnaître. Que l'activité philosophique repose sur le doute et l'étonnement. Repose sur le doute et l'étonnement. Point. Cependant, la philosophie est-elle une quête de la vérité? Cependant, la philosophie est-elle une quête de la vérité? Cependant, la philosophie est-elle une quête de la vérité? Point d'interrogation. Antithèse, diversité philosophique. Les systèmes, les doctrines philosophiques. Donc, c'est-à-dire, de Socrate après les origines, il y a la diversité philosophique. De Socrate aux philosophes modernes, tous les philosophes n'ont jamais eu la même conception, ni la même vision. C'est-à-dire, la philosophie est une affaire personnelle. Car les couleurs et les goûts ne se discutent pas. La philosophie n'a pas d'objet d'étude. C'est très difficile à cerner la philosophie parce que chaque personne a sa propre philosophie, chaque personne a sa propre conception. Donc c'est dans l'antithèse, il faut montrer la diversité philosophique, les systèmes. Philosopher, c'est faire table rase. On ne reprend pas la philosophie d'une personne comme Emmanuel Kant. On n'apprend pas la philosophie, mais on apprend à philosopher. C'est-à-dire, on pousse la personne à réfléchir. Donc, chaque personne a le droit de bâtir ses propres idées. Donc, philosopher, c'est faire une rupture avec le passé.
Philosopher, c'est douter. Philosopher, c'est être à la mesure d'imposer ses propres idées et sa conception. Maintenant, dans le sujet 2, vous suivez toujours la nature critique de l'activité philosophique. Je l'avais dit, quand vous avez des sujets comme philosopher, la philosophie, et ces sujets sont, par exemple, ces sujets sont associés avec des mots qui désignent des croyances naïves comme le sens commun, les idées concises, les idées naïves, la servitude, les chaînes. Vous pouvez avoir la réflexion philosophique, Inch'Allah Rabbi. Donc quand vous avez la réflexion philosophique qui parle dans le sens du doute et l'étonnement, vous voyez que le sujet, par exemple, philosopher, est-ce nier le savoir? Est-ce clair? Donc par exemple, refuser le caractère discutable de toute conviction, n'est-ce pas sortir de la philosophie? Toutes ces problématiques tournent autour de l'acte de philosopher. Vouloir la certitude, c'est tuer la philosophie. La philosophie délivre-t-elle l'esprit immédiat de toutes ces chaînes? La philosophie est contradictoire avec les préjugés. Le philosophe est un anticonformiste. Si vous voyez le sujet 1, il y a le philosophe, la philosophie est philosophée. Et l'autre côté, il y a un mot qui désigne l'ignorance, les détracteurs de la philosophie. Donc c'est ce qu'on appelle la philosophie comme activité de remise en question. Au niveau, par exemple, de ce sujet, au niveau de la thèse, vous pouvez montrer que deux attitudes de l'esprit nous poussent à philosopher. Le doute devant nos certitudes et l'étonnement devant les choses. Car toute philosophie est solidaire d'une remise en question systématique de l'ensemble des idées acceptées. Pour le philosophe, les idées bien faites sont toujours mal faites. Philosopher, c'est critiquer le passé, ruiner des certitudes et entrer en conflit avec la doxa. Philosopher, c'est être à la mesure de rejeter les évidences de la foule, car ce que la foule accepte est rejeté par le philosophe. Dès lors, Alain nous dit, penser c'est dire non, réfléchir c'est nier ce que l'on sait, le signe du oui est d'un homme qui s'endort, au contraire, le réveil secoue la tête et dit non. C'est-à-dire l'esprit qui ne doute pas descend au-dessus de l'esprit. C'est-à-dire le doute est le sel de l'esprit. On peut dire que la philosophie est anticonformiste, on peut dire que la philosophie est une critique radicale par rapport à l'homme du sens commun qui croit que le monde est connu, qui croit que le monde est compris. Un tel homme n'est pas disposé à s'étonner. Il est prisonnier de l'ignorance car son horizon intellectuel est borné par les fausses certitudes. Alors que pour le philosophe, il se dit que le monde est incompris. Celui qui se dit que le monde est incompris, il est appelé à faire une recherche pour comprendre le monde. Mais tu es dans une chambre, tu te dis que je connais le monde. C'est à ce moment que ton esprit ne fera pas le mouvement. Ce mouvement est appelé la réflexion. Par exemple, quand je vous pose la question, où se trouve Sandaga, vous allez me dire, vous êtes en train de réfléchir. Donc celui qui ne s'étonne pas, celui qui n'utilise pas le doute, il ne réfléchit pas. Donc alors que l'homme du sens commun est un sot, le philosophe est un anticonformiste. Dès que nous commençons à philosopher, au contraire, nous voyons que les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne posent des problèmes, lesquels nous n'arrivons pas à donner des réponses adéquates. La philosophie est une école du doute et du soupçon, c'est-à-dire philosopher, c'est faire une rupture avec le cercle de l'évidence. La philosophie a une mission de mettre fin le règne de la certitude, car la certitude est le signe d'une pensée morte en philosophie. La philosophie ne fonctionne pas avec la certitude. Par exemple, dans ce sujet, philosopher est nier le savoir. Introduction, je veux dire, on entend par philosopher la capacité de douter, la capacité de s'étonner, alors que le savoir veut dire les idées préconçues, les idées acceptées sans le consentement ni la coopération de la raison. Maintenant, c'est dans ce cadre qu'il est dit, réfléchir et c'est être à la mesure de se débarrasser des idées naïves. Ceci, je nous invite à s'interroger sur la nature critique de l'activité philosophique. Pour répondre à cette problématique, nous poserons les questions suivantes. En quel sens philosopher, c'est nier le savoir? Cependant, l'acte de philosopher est-il jugé inutile par le sens commun? Thèse, philosopher, c'est nier le savoir dans la mesure où la philosophie, le philosophe ne se satisfait jamais d'avance. Le philosophe est un révolutionnaire. Le philosophe cherche toujours à faire bouger sa réflexion. Le philosophe n'accepte pas les sots. Le philosophe n'accepte pas les croyances naïves parce que le doute est le sel de son esprit. Donc la philosophie est cette entreprise critique qui met fin au règne de la certitude. Car vouloir la certitude, c'est tuer la philosophie. Refuser le caractère discutable de toute conviction, n'est-ce pas s'éloigner des frontières de la philosophie. La philosophie n'a pas, c'est-à-dire la crainte de débattre sur les idées, c'est-à-dire les idées naïves, lesquelles nous enferment la société et les significations immédiates. Antithèse, on peut dire que philosopher, c'est nier le savoir, mais l'utilité de la philosophie n'est pas unanime. Pour le sens commun, depuis l'histoire, apportée sur Thalès, car ce dernier, au lieu de s'occuper de ce qui se passe sur Terre, il méditait sur les arbres jusqu'à tomber dans un puits d'eau. Dès lors, on dit que la philosophie est une dispute basée sur le rêve, nous en le cercle, et des théories sans cesse. Socrate aussi a été banalisé
martyrisé dans la cité grecque, obligé et condamné à mort à voir la ciguë. On peut dire que la philosophie parfois est une recherche de la connaissance inutile, toujours recherchée, mais jamais trouvée. Vouloir la certitude, et si le philosophe cherche l'indubitable, il s'éloigne des frontières de la philosophie, car la philosophie ne peut pas accéder à une certaine connaissance. Et c'est dans ce cadre qu'on parle du doute sceptique. Le doute sceptique ternit l'image de la philosophie. C'est le fait de douter pour le simple plaisir. Pour le sceptique, la vérité est hors portée. Donc vous voyez, donc quand vous avez le doute, la réflexion, il faut être à la mesure de bien argumenter et de retenir cela. Donc maintenant, l'attitude critique du philosophe, le véritable philosophe est celui qui ne crée pas d'aller à l'encontre des certitudes. C'est la même chose. Spécificité de la philosophie, spécificité veut dire qu'une particularité de la philosophie, particularité de la femme par rapport à l'homme. La femme n'est pas un homme. C'est-à-dire on essaye de distinguer la philosophie avec ce qu'elle n'est pas. Donc on peut dire ici, la philosophie, par exemple, est plus proche de la religion qu'elle refuse d'être que de la science qu'elle veut être. Donc la particularité de la réflexion philosophique, il faut retenir deux parties. Divergence entre philosophie, mythe et religion. Convergence entre philosophie et mythe et religion. D'abord la philosophie se distingue de la religion, car la philosophie est antidogmatique, alors que la religion est dogmatique. La religion est autoritaire. Dans le domaine de la religion, on croit et on se tait. L'individu n'a pas le droit de poser des questions. Ce sont des textes. La croyance est une soumission. Dès que vous insérez le doute dans la religion, c'est terminé. Vous ne vous doutez pas que Dieu a dit dans le Coran que le prophète Moïdembo Moïtaï. Vous ne vous doutez pas de cela. C'est une soumission. Alors que la philosophie fonctionne avec le doute. Raison pour laquelle philosophie et religion sont incompatibles. Et Alain disait que, Philippe Pascal disait que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. Cela veut dire que foi et raison sont incompatibles. La raison ne peut pas justifier la foi. C'est le cœur qui sent la foi. Mais la raison essaye d'expliquer. La raison ne peut pas expliquer la foi. Donc la philosophie se détache de la religion. Saint Augustin disait que la religion est infondable en raison. Foi et raison sont incompatibles, ne peuvent pas aller ensemble. Maintenant, la philosophie s'éloigne du mythe parce que le mythe est un récit légendaire qui se transmet de génération en génération et qui tente d'expliquer comment les phénomènes sont venus au monde. Le mythe est une histoire. Le mythe est irrationnel, le mythe est dogmatique. Pour le peuple qui croit, personne n'a le droit de critiquer le mythe. Alors que pour le philosophe, la critique est l'essence de la philosophie. Donc, philosophie, religion et mythe sont incompatibles. Maintenant, après, on va essayer de rapprocher philosophie et religion. Convergence. Particularité de la réflexion philosophique. Koulo Djubola. Koulo, raison. De l'autre côté, dogme. Djubo, toute forme de connaissance. Rapprochement entre philosophie, religion et mythe. La philosophie se rapproche de la religion, car la religion et la philosophie partagent la métaphysique. Qu'est-ce que la métaphysique? La métaphysique est le domaine de l'immatériel. La métaphysique du grec métataphysica, qui veut dire le type des réalités qui viennent après la physique. L'homme intelligent est celui qui se demande d'où venons-nous, où allons-nous, quel est le sens de l'existence. Ces questions sont naturelles. Les grandes interrogations métaphysiques trouvent leur réponse dans la religion. D'où venons-nous? Et dans la religion, on nous dit qu'il y a le monde sacré, Adam et Hawa. Et Descartes disait que toute la philosophie est comme un arbre dont les racines la métaphysique. Si la philosophie est un arbre, les racines la métaphysique, quelle est la base de la philosophie? L'arbre pourra tenir debout sans les racines. Très bien. La base de la philosophie, c'est la métaphysique. C'est dans ce cadre qu'on parle de la métaphysique d'Arthur Schopenhauer. L'homme est un animal métaphysique, l'homme pense métaphysiquement. L'homme ne peut pas s'interdire de s'interroger sur les questions métaphysiques. Les gens synthèse bi daanu dee. Là il est là noo toogoon si synthèse jazz bi coow lay bari. Li gis xale yi jigéen ñi seytaan yi ku nekk commencé semaine boobu di def ay xol di julli sa xel demaat si yàlla. Papa Cheikh laaw dina xëy bés dikke lunu ñu yaaka yeew tànk yi yeew loxo yi soo deewee rek waaw. Nit mënul bàyyi métaphysique. Vous voyez cela? La vie est tellement éphémère. Maintenant, pour réconcilier philosophie et mythe, on peut appeler la métaphysique de Platon. La philosophie converge avec le mythe parce que le mythe est une forme de connaissance, au même titre que la philosophie. Le mythe est un savoir, la philosophie est un savoir. Et Platon est le philosophe
dans la République qui a plus utilisé le mythe. Pourquoi Platon est le philosophe qui a plus utilisé le mythe? Il y a ce qu'on appelle l'allégorie de la caverne, le mythe de la caverne, la théorie des deux mondes, celui sensible et celui intelligible. Le monde sensible correspond à Aduna en Wolof. Le monde intelligible à l'Akhira. Platon il dit que le monde sensible est faux. Aduna naxee mbaay la ndax dee am na. Loo bëri la suul la deewee du la suul ak ay juróomi kër. Du la suulaale alal. Ce qu'il dit avant Jésus-Christ, vous voyez. Donc le monde sensible est faux, dominé par l'apparence et l'apparence est trompeuse. Platon il dit que le véritable monde est le monde intelligible, Al-Akhira. Dee leen dee bi avant dee bi di ñëw. Dee leen dee bi avant dee bi di ñëw mooy àdduna bu mu la jaral ñaaw. Lu nit di xëccoor yow bàyyi ko. Il y a une chanson de Carlo di àdduna dara jaraluma dara lu nit di xëccoo bàyyi kaat moom. C'est-à-dire il faut bannir ce monde pour travailler pour le monde immortel, le monde éternel qui est le monde intelligible. Platon il dit que philosopher c'est apprendre à mourir, c'est-à-dire philosopher c'est libérer l'âme du corps. Parce que le corps empêche l'âme de voir la réalité. Le corps est périssable. Sauf que dès 48 heures, il y a 48 heures de commencer la putréfaction, commence la décomposition. La décomposition d'un corps humain dure à partir de 48 heures. Son écho faut amul glace. Nous tim la ne kii moo fi nekkoon di tubaab lu bëgg yaramam di sangu am alal am lépp dee yaa dox bu dee yam ku tekkiwul dara yéen a yam dee xeeñ père rek suuli. Vous voyez cela? Donc Platon il dit que le meilleur monde c'est le monde intelligible. Philosopher c'est libérer l'âme du corps parce que le corps empêche l'âme de voir la réalité. L'âme est plus importante. L'âme en traversant le fleuve de l'oubli a dit perdre la connaissance. L'effort que l'âme fait pour se souvenir de la connaissance, Platon parle de la réminiscence. Donc, quand vous voyez des sujets qui parlent de philosophie, croyance, philosophie, foi, quand vous, croyance, appelle mythe et religion, évitez de faire sujet incomplet. Croyance, uniquement, il y a des élèves qui traiteront philosophie et religion. Attention. Le mythe aussi est une croyance. Quand vous voyez, ça fait partie du domaine 1. Donc aujourd'hui, nous allons insister sur le domaine 1 et art. Donc après, les autres invités viendront, Inch'Allah Rabbi. La synthèse vient à peine de commencer. Donc maintenant, il faut maîtriser, parce que le jour du bac, vous aurez 2 sujets de dissertation et un commentaire. Et vous allez choisir un seul sujet. Vous ne pouvez pas choisir plus de 3 sujets. Donc quand vous maîtrisez la dissertation et le commentaire, vous augmentez votre chance. Si je ne comprends pas, la dissertation, je peux faire le commentaire. La leçon, laquelle que je maîtrise le plus, sort dans le cadre du commentaire et je n'ai pas étudié le commentaire. Notre classe, nous sommes Aïda Meninga est à liberté de gën a mën mu génn commentaire ñëwul dissertation. Commencé naa su ma yëgoon monsieur Ndaw doon na ma wax may xool commentaire may bañ su ma yëgoon day regret. Et elle comprend le texte. Le texte parle de ta liberté clairement, mais elle ne sait pas la méthodologie. Tu as vu? Donc il faut maîtriser. Avec le domaine 3 qui a été enlevé, vous avez 3 domaines. Vous avez 1000 chances de comprendre les 3 sujets, le 12. 1000 chances, oui, les 3 sujets, 1 sujet, 2 sujet, 3. Inch'Allah Rabbi, vous avez 1000 chances. Soleil tout. Donc l'essentiel, c'est de maîtriser le domaine 1. Surtout, cette semaine, nous avons insisté sur des parties. Vous l'avez vu, que ce soit au cours du soir ou au cours du jour, nous avons insisté sur des thèmes monumentaux. Les professeurs vont venir pour insister aussi sur ces thèmes. L'essentiel, c'est de bien maîtriser les thèmes qui ont été cernés. Si vous maîtrisez les thèmes et un bon français, une bonne expression le jour du bac, vous pouvez avoir la moyenne. Mais le problème des élèves, ce sont les fautes d'orthographe. Vous pouvez comprendre un sujet, mais copie bourrée de fautes, chaque phrase faute. Diminution de la note. Sujet compris, 8, mais expression lacunaire. Et quand il y a un sujet compris, c'est 10. Bonne expression, c'est plus 5. Parce que la communiquer passe par le biais de la
par le biais de l'expression. Vous communiquez avec un individu qui ne vous connaît pas. C'est la première fois qu'il corrige votre copie. C'est ça l'énigme du bac. Pour les corriger, je viens à Tamba, je viens à Thiès, je viens à Fille, je viens à Founek. Nous disons copie, nous disons nom, nous disons prénom, nous disons date de naissance. Mon copie a devoir de traiter les 10. C'est ça le jugement neutre. Maintenant, pour entrer en communication avec un étranger, est-ce que l'expression doit être difficile? L'expression doit être accessible et facile. Donc, sujet, verbe, complément, il faut faire une bonne expression, éviter les mots lourds que vous entendez certains professeurs parler et vous ne maîtrisez pas le sens. Évitez d'être arrogant, moi, d'autres. Je le rek nan bañ dooj am na élèves yoo xam dañuy jël introduction bu xóot prof ñëw bëgg ko teg day lire rek xam na yow lii defoo ko copie collé la profil loolu la gën a bañ superficiel lay wax mooy danaa àbb ay idée ñëw rek teg ko alors que la philosophie est une pensée personnelle. Évitez cela. 11 ans d'expérience. Évitez de reprendre. Si votre professeur vous donne une introduction, essayez de reformuler l'introduction avec d'autres phrases plus simples et accessibles. Si un professeur, par exemple, dit philosophie et mythes sont hétérogènes, et il dit philosophie et mythes sont hétérogènes, que veut dire hétérogène? Tu as vu les gros mots. Mais dit philosophie et mythes sont différents, sont incompatibles. Mais le professeur a un niveau. Quand il donne une introduction, parfois il oublie que le niveau de l'élève et son niveau est différent. Alors que le bac, on corrige selon le niveau des élèves. Si les professeurs vous corrigent selon leur niveau, vous n'aurez jamais la moyenne. Le niveau d'un professeur, bac plus 6, bac plus 7. Maintenant, le langage doit être facile et accessible. D'autres barres. Mais vous allez dire, introduction passe partout. Amour. Amour. Là, nous avons une pratique d'introduction. Mais yo balé. Amour. Des pratiques, par exemple, un sujet là, par exemple, ce sujet sort, la philosophie est plus proche de la religion qu'elle refuse d'être, que de la science qu'elle veut être. Maintenant, l'élève se dit, qu'est-ce que la philosophie, qu'est-ce que la religion, qu'est-ce que la science? Les trois mots-clés. Et c'est la définition de ces trois mots-clés égale entrée en matière. Il y a 9 mois de philosophie, il y a 9 mois de science. Il y a 9 mois de religion. Maintenant, par exemple, si je fais une introduction le jour du bac, si c'est plus facile, la philosophie étymologiquement vient du latin philosophia, qui veut dire amour de la sagesse. La religion est une soumission à des dogmes, à des réalités incontestables. La science, quant à elle, est l'ensemble des découvertes rationnelles. Point. C'est dans ce cadre qu'il est dit. Ouais, mais je trouve les trois définitions. Mais il voit des élèves qui vont essayer d'amener des citations. Non, non, depuis l'Antiquité, depuis le monde et monde, depuis etc. Quatre brefs dans les cas. C'est souvent, élèves n'ont pas confiance, d'autres ont moins de philo. Souvent, les élèves qui ont un excès de confiance, souvent, d'autres ont moins. Élèves qui ont quel fogué ou les couillons en 14, 15, 13, parce qu'il y a la modestie du langage. Donc il faut essayer toujours de maîtriser, l'expression. Donc maintenant après, faut-il vivre d'abord et philosopher ensuite? Le sujet parle de quoi? Faut-il vivre d'abord et philosopher ensuite? Parfois, dans le domaine 1, vous oubliez un thème. Oui. Faut-il vivre d'abord et philosopher ensuite? Ça parle de quel thème du domaine 1? Très bien. Nécessité philosophique. Quand vous entendez philosophie et vie, ça parle de la nécessité philosophique. Utilité, nécessité de la philosophie. Donc, parce qu'il y a le mot vivre. Donc, la nécessité philosophique, vous retenez deux parties. Ces genres de sujets. L'utilité de la philosophie. De l'utilité de la philosophie et de l'inutilité de la philosophie. C'est deux choses.
Quand vous avez un sujet, seuls ceux de bien de l'esprit, les indifférents, peuvent comprendre que philosopher n'est pas une perte de temps. Ceux qui possèdent un bon esprit peuvent comprendre que la philosophie n'est pas une perte de temps. Philosopher, c'est vivre en intelligence avec les autres. Faut-il vivre d'abord et philosopher ensuite? Philosopher, c'est certes penser, mais penser les mots de la vie. Tous ces sujets parlent de la nécessité. Si c'est une affirmation, ça parle de la nécessité. Thèse, validation de l'affirmation. Thèse, il faut valider l'affirmation. Antithèse, critique de l'affirmation. Si c'est une interrogation, par exemple, faut-il vivre d'abord et philosopher ensuite? Faut-il vivre d'abord et philosopher ensuite? Oui. Donc, quand ça parle de la nécessité, seuls ceux de bien de l'esprit, les indifférents peuvent comprendre que philosopher n'est pas une perte de temps. Si la philosophie n'est pas une perte de temps, thèse, on va montrer quoi? La nécessité. Donc, il faut distinguer les sujets à question et les sujets affirmatifs. L'affirmation, waouh la santé. Quand vous avez, quand pensez-vous? Le sujet termine par un point et vous avez quand pensez-vous, c'est une affirmation. Est-ce clair? Donc maintenant, philosophie est nécessaire. On peut dire que la philosophie est nécessaire. Pourquoi? La philosophie est nécessaire dans la mesure où la philosophie améliore notre condition de vie. Une vie sans philosophie n'est pas digne d'un homme. Il faut vivre en intelligence avec les autres. Et pour rejoindre les stoïciens, la philosophie nous donne une ataraxie de l'âme, la paix de l'âme. Pourquoi paix de l'âme? C'est-à-dire, la philosophie nous donne une vie convenable. Donc la philosophie, comme le dit Piaget, a sa raison d'être. Antithèse de l'inutilité de la philosophie. Tout le monde sait que pour ridiculiser la philosophie, pour montrer que la philosophie est inutile, il faut la comparer avec la science. Pour montrer que, parce que la science est objet, la science, c'est-à-dire, est une pratique, alors que la philosophie demeure toujours une connaissance, c'est-à-dire théorique. Sous ce rapport, Pierre Fuggeras nous disait que comparer l'activité technique à la philosophie, cette dernière passe comme un vain bavardage et devient une discipline parasitaire. Donc l'utilité de la philosophie, il faut montrer la nécessité dans le cadre de l'amélioration. Il faut montrer que ceux qui possèdent un bon esprit peuvent comprendre la nécessité de la philosophie. Mais les détracteurs de la philosophie, le sens commun, ridiculisent, banalisent la philosophie. Parce qu'elle est théorique. Parce qu'elle est incapable de se fonder comme une science. La philosophie est incapable de nous produire des découvertes matérielles. Depuis sa naissance à nos jours. Aucun philosophe n'a jamais créé. Mais, attention, si aucun philosophe n'a jamais créé, les créateurs ont besoin de la philosophie. C'est dans ce cadre que nous allons montrer que la philosophie peut servir de morale à l'activité scientifique pour contourner pour contourner les obstacles épistémologiques parmi lesquels nous pouvons citer la bombe atomique, l'uranium, etc. Et Rabelais disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cheikh Anta Diop dans Civilisation ou Barbarie faisait l'association entre science et éthique. La philosophie peut servir comme éthique. L'éthique, c'est la discipline qui étudie la morale, le bien. Nous toog Fatim ne day créer bombe atomique. Dias am naa bombe boo am dama koy créer milliardaire laay nekk américain yi laa koy jaay. Siw ba sama sët yu judd bi leen Fatim moo créé bombe atomique. Dias jóge fee ne ko léegi soo créé bombe atomique sa sët yu judd États-Unis Sénégal di xeex lu dóor ko Sénégal ñëpp dee looy wax yaramam daw. Yii wax na dëgg alal jaru ko. Vous voyez, donc le monde n'est pas seulement composé de matériel. Donc, pour me reposer un peu, nous allons accueillir Moussa Ndao. Imam, venez ici, donc nous allons accueillir Moussa Ndao, toujours dans le domaine 1. Donc, il va donner sa contribution. Donc, c'est bon. Donc, les hôtesses, ne qu'elle de récupérer cette professeur. Donc, applaudissez Moussa Ndao, votre professeur. Donc nous allons accueillir Moussa Ndao. Philosophie.
dire bonjour à tous les collègues que j'ai trouvés ici, que j'ai retrouvés, à tous les invités, dire bonjour, féliciter les organisateurs de cette révision pour l'anticipé de philosophie et surtout remercier mon jeune frère Diaz de Diaz School. Je crois que depuis quelques années, nous ne cessons de collaborer ensemble pour venir en aide, apporter une aide à ces candidats pour l'anticipé de philosophie. Moi, je dis tout de suite que on est à 4 jours de l'anticipé de philosophie, c'est mercredi prochain. Vous avez fait une année de philosophie. Quand on parle de synthèse de philosophie, il ne s'agit pas de refaire tout le programme de philosophie. Vous avez fait une année de philosophie. Je crois que vous devez être confiant. Maintenant, ce qu'on appelle les synthèses, parce qu'il y a une polémique autour des synthèses, il y a des gens qui disent que les synthèses ne servent à rien. Moi, je suis contre cet avis-là. Moi, je pense qu'à travers une synthèse, on peut apporter les derniers réglages. On n'interdit à personne d'apporter les derniers réglages, de rassurer les élèves, hein, d'orienter les élèves, de diminuer le stress et d'essayer de canaliser toute cette énergie vers cette finalité qui est l'anticipé de philosophie. Si vous êtes là, c'est parce que vous attendez de nous un certain nombre de conseils, ne serait-ce que d'ordre méthodologique, pour aborder l'anticipé de philosophie du mercredi prochain. Inch'Allah. Je voudrais d'abord dire que il ne s'agira pas d'essayer de dissiper le stress qui est en vous. C'est normal que vous soyez angoissé. Je crois que c'est dans une chanson de Youssou N'Dour qu'il dit que c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Et c'est normal que vous soyez angoissé. Vous n'avez pas peur, vous êtes angoissé. Et d'ailleurs, l'angoisse, elle est humaine. C'est l'homme qui s'angoisse. Quand on a peur de quelque chose qui est extérieur à vous. On peut avoir peur d'un lion. Ça, c'est la peur. Mais vous n'avez pas peur, vous êtes angoissé. Et c'est normal que vous soyez angoissé. Mais qu'est-ce qui vous angoisse? Et ce qui vous angoisse n'est plus extérieur à vous. Ce qui vous angoisse est intérieur à vous. C'est-à-dire que vous êtes angoissé par votre propre responsabilité devant les sujets de philosophie. Chacun d'entre vous a son numéro. Chacun d'entre vous connaît son centre. Et chacun d'entre vous, Inch'Allah, va affronter l'épreuve de philosophie. Et c'est ce qui vous angoisse. Mais c'est normal que vous soyez angoissé. Mais tu ne peux pas faire une année de philosophie, faire ce qui est possible de faire en philosophie, parce qu'il ne s'agit pas de terminer pour terminer un programme. Ce que vous avez fait en philosophie, ne serait-ce que 2 domaines, mais c'est assez suffisant. Moi, je pense que si vous avez terminé le programme, c'est-à-dire que vous avez fait les 3 domaines, en principe, vous aurez 3 sujets et chaque sujet portant sur un domaine. Comme j'ai eu à le proposer à travers l'épreuve que vous avez entre les mains, vous aurez en principe 3 sujets, je dis bien en principe, parce qu'en principe, chaque sujet peut porter sur un des 3 domaines qui ont été retenus, en tout cas pour la série L. Vous savez qu'on a enlevé un peu l'épistémologie, ce qui fait qu'il reste la réflexion philosophique, la vie sociale et l'esthétique. Donc en principe, mercredi, en principe, je dis bien en principe, vous vous retrouverez avec 3 sujets de ce genre. Vous pouvez avoir un sujet, 1 sur la réflexion philosophique qui dit « Si quelqu'un pense voir clair en tout ce qu'il a cessé de philosopher, qu'en pensez-vous » Ensuite, prenez le temps de lire le sujet 2. La culture est-elle le seul miroir qui reflète à l'homme son vrai visage? Si le sujet 1 porte sur le domaine 1, vous avez vu que le sujet 2 porte sur la vie sociale. Et il y a un texte, sujet 3. Moi, je connais des élèves qui ne lisent même pas le texte parce qu'ils vont à l'anticiper pour disserter. Donc, ils vont se limiter à ces 2 sujets-là. Ils ne vont pas lire le texte. Ça, c'est un mauvais calcul. Un élève de terminale doit pouvoir disserter, mais il doit pouvoir commenter. Donc, je vous conseille au moins
d'avoir à l'esprit un peu, mais la méthodologie du commentaire, c'est important. Même si vous choisissez, vous êtes plus à l'aise en dissertation. Toute l'année, vous avez disserté. Mais cela ne vous empêche pas au moins d'avoir une idée de la méthodologie du commentaire. Parce que moi, et donc, quand vous savez comment on commente et comment on disserte à peu près, il faut lire les sujets, dissertation, mais lisez le texte aussi. Prenez le temps de lire le texte. Le texte dit: l'art dépend si étroitement de l'homme qui le reflète, qu'il l'exprime. Il en est comme le prolongement jeté à l'extérieur. Mais quand on dit homme, encore faut-il s'entendre. Il y a l'homme collectif et l'homme individuel. L'art est le miroir et souvent même le révélateur de l'un comme de l'autre. Tel un sismographe ultra sensible, il enregistre les désirs et les craintes, la façon de concevoir la vie et le monde, les émotions familières et la façon d'y vibrer propre aux hommes d'une même foi, d'une même race, d'une même époque, d'un même groupe social, d'une même culture. En même temps, l'art est un des rares moyens dont dispose un individu pour rendre perceptible aux autres ce qui le différencie d'eux, le monde de rêve, de tourments ou d'obsessions dont il est le seul à porter le poids. De chacun alors, il exprime ce qu'on croyait inexprimable, son secret. René Hugues. Vous lisez les sujets, vous lisez le texte. C'est important. Je crois que la réflexion commence dès le choix de votre sujet à faire. C'est important. Vous avez lu les 3 sujets, il faut comparer les sujets, mais je vais choisir, est-ce que je vais choisir le sujet 1, le sujet 2 ou le sujet 3? Ce n'est pas parce que votre voisin a choisi le sujet 1 que tu vas choisir le sujet 1. Ce n'est pas parce que tu aimes nature et culture que tu vas forcément choisir le sujet 2. Ce n'est pas parce que yow art daf la neex ci programme yëpp art moo dàqal que da ngay commenter forcément. Non. 2 critères doivent vous guider votre choix. Le premier critère, c'est la compréhension. La compréhension. On choisit un sujet qu'on a compris. Lire nga texte bi art la art jàngoo ko bu baax. Nature et culture, yaakaar nga ne nature et culture du génn jàngoo ko bu baax mu des lan réflexion philosophique. Alors tu te dis, mais pourtant ce sujet, si quelqu'un pense voir clair en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher. Bon, je comprends plus le sujet 1 que le sujet 2 ou le sujet 3. Et puis j'ai des arguments par rapport au sujet 1. Et donc tu choisis le sujet 1. On choisit un sujet qu'on a compris. On ne choisit pas un sujet parce qu'on aime le thème qui est développé à travers le sujet. On choisit un sujet qu'on a compris. Vous avez compris le sujet numéro 1, mais vous le choisissez. C'est important. Maintenant, il faut arriver, pour un bon élève, d'avoir compris tous les 3 sujets. Tu as compris le sujet 1, tu as appris nature et culture. La culture était le seul miroir qui reflète à l'homme son vrai visage. Ensuite, l'art, tu comprends un peu le texte. Maintenant, s'il arrive que tu comprennes les 3 sujets, lequel de ces 3 choisir? Est-ce que tu vas faire loterie comme ça? Une loterie entre les 3 sujets? Non. C'est en ce moment quand le deuxième critère de choix, tu choisis parmi les 3 le sujet sur lequel vous avez beaucoup plus d'arguments. Parce que même de comprendre un sujet, tu dois avoir assez d'arguments. Tu choisis un sujet que tu comprends, que tu as compris, mais un sujet sur lequel vous avez assez d'arguments pour prendre en charge ce sujet. Supposons que vous avez choisi le sujet 1 qui nous plonge dans la réflexion philosophique. Les autres collègues reviendront un peu sur la vie sociale et l'esthétique. Le sujet 1 dit, si quelqu'un pense voir clair en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher. Qu'en pensez-vous? Vous avez 4 heures. 4 heures, c'est beaucoup, mais c'est peu. Il faut apprendre à gérer votre temps. C'est important. Ne vous laissez pas distraire. Vous vous concentrez sur votre sujet et vous oubliez. Parce que quand vous choisissez un sujet, oubliez les autres sujets et vous vous concentrez sur votre sujet. Vous faites ce qu'on appelle une lecture. Vous avez lu le sujet. Si quelqu'un pense voir clair en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher. Qu'en pensez-vous? Vous passez ce qu'on appelle, vous passez au brouillon. Au brouillon. Et vous faites quoi? Souvent, vous faites une analyse conceptuelle. Vous soulignez les mots-clés. Prenez votre temps. Le travail au brouillon est un travail essentiel.
C'est pas parce que tu as lu, tu as compris comme ça, tu prends ta copie et tu commences à introduire. Mais tu introduis quoi? Prenez votre temps, il y a une manière de travailler. Vous avez choisi un sujet, mais procédez à une analyse conceptuelle. Parce que si peut-être lire nga ko xam nga ko comprendre ni, mais peut-être que boo duggee ci analyse conceptuelle bi, mais tu vas beaucoup plus comprendre le sujet. Am na sujet yoo xam ni tu l'as pas compris, tu l'as pas bien compris comme ça, mais c'est dans l'analyse du sujet, mais que surgit la compréhension du sujet. Donc prenez le temps d'analyser le sujet, à commencer par souligner les mots clés. Si quelqu'un pense voir clair en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher. Mais s'il fallait souligner les mots clés, vous allez souligner quel mot? Voir clair. Elle souligne voir clair. Et quoi d'autre? Philosopher. Cesser ou la philosopher ou cesser de philosopher? Tu soulignes toute l'expression cesser de philosopher. Mais tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, elle va souligner voir clair en tout. Vous soulignez voir clair en tout. Ensuite, cesser de philosopher. C'est tout? Alors, je vous pose la question. Est-ce que c'est la même chose de voir clair en tout et de penser voir clair en tout? Est-ce la même chose? Est-ce que c'est la même chose de penser de quelqu'un qui voit clair en tout et quelqu'un qui pense voir clair en tout? Y a-t-il pas une différence? Il y a une différence. Donc, au lieu de souligner voir clair en tout, c'est important de souligner toute l'expression. Penser, voir clair en tout. Parce que quelqu'un peut penser voir clair en tout sans voir clair en tout. C'est-à-dire, entre qui jàpp ni lépp dafa leer ak ki gis ni lépp leer, il y a une différence. Qui jàpp ni lépp dafa leer, moom moo ko jàpp. Peut-être que lépp leerul, mais moom jàpp ni lépp leer na. C'est ça, penser voir clair en tout. Penser voir clair en tout, c'est différent de voir clair en tout. Qui gis ni lépp leer na ak ki jàpp ni lépp leer na, il y a une différence. Alors que le sujet dafa ne, si quelqu'un pense voir clair en tout, bu nit jàppee ni lépp leer ci moom, est-ce qu'il a cessé de philosopher? Donc, je préfère qu'on souligne penser voir clair en tout. Ensuite, cesser de philosopher. Tout le monde sait que cesser de philosopher signifie quoi? Mais celui qui cesse de philosopher, il ne philosophe plus. Celui qui cesse de philosopher, il sort de la philosophie. Il ne philosophe plus. Donc, si quelqu'un pense voir clair en tout, dit-on, il sort de la philosophie. Donc, cesser de philosopher, c'est sortir de la philosophie. C'est ne plus philosopher. Mais que signifiait penser voir clair en tout? Quelqu'un qui pense voir clair en tout. Voir clair. Lui, il pense voir clair en tout. Autrement dit, il se dit que tout est clair, que tout est précis, que tout est acquis, pas acquis. Quand on te dit que tout est clair, tout est précis, mais ça veut dire quoi? Que tout est certain. Parce que le mot certitude arrive ici à travers le sujet. Il se dit que tout est certain. Autrement dit, il se dit que tout est certain, tout est clair, tout est précis. Comment en philosophie, on qualifie ce qui est clair et distinct? Un mot pour qualifier ce qui est clair et distinct, ce qui est indiscutable. On dit que cette chose-là, elle est absolue. Non. Non, je reprends ma phrase, ma question. Quand on dit en philosophie, d'ailleurs c'est Descartes qui le définit ainsi. Quand Descartes dit que c'est clair et c'est distinct, c'est clair, c'est distinct, c'est indiscutable, c'est certain. Quel est le mot qui traduit cela? Mais quand je dis certain, c'est certitude. Quand quelqu'un est certain, quand quelqu'un dit que c'est clair, c'est net, c'est imprécis, c'est ce qu'on appelle l'évidence. Très bien. Ça veut dire que tout est évident. C'est ça l'évidence. L'évidence, dit Descartes, c'est ce qui est clair et distinct. Et quand quelqu'un pense que tout est évident, mais il se dit que tout est clair, que tout est distinct, que tout est précis, mais celui-là, il cesse de philosopher. Pourquoi? Quand quelqu'un se dit que tout est évident, il cesse de philosopher. Parce que la philosophie repose sur l'incertitude. Le philosophe n'est jamais à la limite certain. Pourquoi si quelqu'un pense voir clair en tout, il cesse de philosopher? Mais parce que, dit Jean Kelevitch, philosopher, c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien n'allait de soi.
C'est Jean Kelevitch, non? Philosopher, c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien n'allait de soi. Autrement dit, comme si rien n'était. Que signifie ici ce qui va de soi? Dans cette citation de Jean Kelevitch, ce qui va de soi. Il va de soi que le soleil brille. Il va de soi qu'il fait jour. Il va de soi signifie, mais il est évident. Ce qui va de soi signifie ce qui est évident. Donc si philosopher, c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien n'allait de soi, cela veut dire que donc philosopher, c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien n'était évident. Parce que quand quelqu'un se dit que tout est évident, mais il cesse de philosopher. Et donc, vous avez analysé le sujet. Vous avez compris le sujet. Et on vous demande, qu'en pensez-vous? Et vous le savez bien. Quand vous avez un sujet, on vous demande qu'en pensez-vous. Dans le développement, vous faites combien de parties? Souvent, vous faites 2 parties. Dans la première partie, qu'est-ce que vous faites? Vous faites thèse. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par thèse? Appuyer la thèse du sujet. C'est-à-dire, il faut valider la thèse du sujet. Même si, bon, ce sujet n'a pas d'auteur, tu me dis appuyer l'auteur, c'est comme s'il y avait un auteur du texte, un auteur du sujet, mais disons, on va appuyer la thèse. On va justifier la thèse qui dit que si quelqu'un pense voir clair en tout, il cesse de philosopher. Montrer pourquoi si quelqu'un pense voir clair en tout, il cesse de philosopher. Dans une première partie, vous validez la thèse. Et dans une deuxième partie, vous faites quoi? Antithèse, autrement dit, vous nuancez, autrement dit, vous discutez la thèse. Dans la première partie, vous validez la thèse. Dans la deuxième partie, vous discutez la thèse, ce qu'on appelle thèse, antithèse. Au moins 2 parties. Cela veut dire donc que il est important d'analyser le sujet. Si quelqu'un pense voir clair en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher. Alors, c'est rapprocher de faire appel à notre expérience, mais également aussi de nous inviter également à le comprendre et à comprendre également son projet qui est tout simplement de participer au développement de l'éducation au niveau de Guédiawaye. Et peut-être troisièmement, peut-être c'est l'estime qu'il a à mon endroit. Donc ça également c'est une satisfaction de ma part. Et je vous dis véritablement de l'applaudir pour moi. Parce que vraiment c'est quelqu'un que j'ai connu tardivement, je dis au sens connaître du terme, mais au début j'avais véritablement des préjugés sur sa personne. Mais quand même quand je me suis rapproché de lui, j'ai vu que vraiment c'est quelqu'un qui est pleinement sensible et quelqu'un qui est effectivement bien. En tout cas, merci mon frère de m'offrir cette occasion pour peut-être échanger avec vos élèves sur le domaine 4 qui porte effectivement sur l'esthétique. Donc, pour démarrer, chers élèves, vous savez effectivement que le domaine 4 porte sur l'esthétique, mais ne porte pas essentiellement sur l'art. Je vais m'expliquer. Vous savez que l'esthétique signifie cette partie de la philosophie, ou bien ce domaine de la philosophie qui a pour objet d'étude l'art. Donc le terme esthétique est apparu tardivement, c'est à partir du XVIIIe siècle que le terme a été forgé par Baumgarten. C'est Baumgarten qui a forgé le terme esthétique pour désigner tout simplement la réflexion philosophique sur l'art, mais l'art au sens effectivement des beaux-arts. Et je pense que ça, c'est une chose qu'il faut véritablement comprendre. Donc l'esthétique, c'est cette partie de la philosophie qui a exclusivement pour objet, qui s'intéresse exclusivement à l'art au sens des beaux-arts. Que faut-il entendre par beaux-arts? Il y a les arts mécaniques, il y a aussi les beaux-arts. Les beaux-arts, ce sont effectivement les arts libres, qui sont au nombre de 7. C'est l'architecture, la peinture, la sculpture, la littérature, le cinéma et également d'autres que peut-être je citerai après parce que moi je n'ai pas en fait une bonne mémoire pour en fait citer. Mais ça c'est que tout simplement que l'art, l'esthétique étudie tout simplement l'art au sens tout simplement des beaux-arts. Donc cela étant dit, vous remarquerez très bien que la naissance du terme esthétique vient beaucoup plus loin ou bien est effectivement antérieure à celle effectivement de l'art. C'est pour dire tout simplement que les hommes ont commencé à pratiquer effectivement l'art avant même que la philosophie ne porte tout simplement sa réflexion sur l'art. Et ce qui me permet tout simplement également de vous inviter à comprendre ceci,
c'est que du moment où André Lalande dit que l'art est la production d'œuvres belles par un être conscient, cela signifie tout simplement que les animaux n'ont pas la capacité de produire une œuvre d'art. Cela veut dire tout simplement que quel que soit le son d'un oiseau, ce son ne peut être considéré comme relevant tout simplement de la musique qui fait partie des beaux-arts. Quelle que soit effectivement la beauté d'un nid d'oiseau, ce nid ne peut en aucun cas être considéré comme étant une œuvre d'art. C'est pour vous dire tout simplement que l'œuvre d'art ne peut être produite que par l'homme qui est tout simplement un être doté de raison. Donc vous comprenez par là tout simplement que l'art est l'apanage de l'homme, l'art est le propre de l'homme, et que l'art ne peut en aucun cas être tout simplement du domaine de l'animal. Parce que le son de l'oiseau, le nid effectivement de l'oiseau aussi, relève tout simplement de la dimension instinctive. C'est-à-dire que quelle que soit l'évolution des choses, quels que soient les temps, l'oiseau ne peut chanter que de la même manière. Le son de l'oiseau ne changera jamais. Et de la même manière également aussi, le nid de l'oiseau ne changera jamais. Donc cela montre encore une fois que l'art, en tant que production d'œuvres belles par un être conscient, ne peut être tout simplement que le propre de l'homme. On peut même remonter, pour peut-être ouvrir une parenthèse, pour vous montrer tout simplement que le besoin de l'art ne vient pas à partir du XVIIIe siècle. Le besoin de l'art ne vient pas à partir de l'Antiquité grecque. L'homme s'est toujours soucié de l'art, c'est pourquoi on parle de l'art rupestre. Si dans vos documents, vous rencontrez le terme l'art rupestre renvoie tout simplement à la production d'œuvres d'art qui a été l'œuvre des hommes préhistoriques. Si vous allez au niveau des grottes, ou bien sur des pierres, vous remarquerez tout simplement que les hommes se sont toujours effectivement s'adonnés à l'art pour dessiner soit des animaux dans les grottes, ou bien soit pour prendre une pierre et effectivement inscrire quelque chose qui relève tout simplement d'une représentation de la nature. Donc, cette première partie de mon intervention a tout simplement pour objet de vous faire comprendre que le terme esthétique est venu alors que le terme de l'art a précédé le terme esthétique. Je ne sais pas si en fait vous me comprenez. Mais cela ne signifie pas que les philosophes ont attendu le XVIIIe siècle pour commencer à réfléchir sur l'art. Parce que depuis l'Antiquité grecque jusqu'à Platon, Aristote et même également aussi Plotin, ils ont toujours effectivement réfléchi sur l'art. Bon, ça c'est une considération relevant tout simplement de la dimension conceptuelle. Maintenant, revenons maintenant sur la grande question, qui est celle de savoir qu'est-ce que l'art. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous permet de dire l'art c'est quoi exactement? Nul ne peut définir l'art. Pourquoi? Parce que toute définition de l'art risque tout simplement de dénaturer l'art. C'est pourquoi on passe toujours par ce qui n'est pas de l'art. Autrement dit, qu'est-ce qui n'est pas de l'art? L'art n'est pas la technique. Donc, on peut définir l'art par opposition à la technique. Et cela me permettra tout simplement de vous dire que pour comprendre ce qui relève de l'activité artistique et ce qui relève de l'activité technique, il faut partir de deux choses. Comment produit-on une œuvre d'art? Comment produit-on une œuvre technique? Parce que c'est en connaissant la production d'une œuvre technique, c'est en connaissant la production d'une œuvre d'art qu'on pourra comprendre effectivement ce qui fait la particularité de l'art, ce qui caractérise exactement une œuvre d'art, ou bien ce qui caractérise l'esprit artistique. Et là, je partirai d'un texte peut-être que vous connaissez tous, qui est le texte tout simplement du philosophe français Alain. Alain nous dit dans un texte que l'œuvre d'art se distingue de l'objet technique Voilà, merci. Merci. Ça vient pour ça. Ok. Donc, là, je vais partir effectivement de deux distinctions qui, on le sait très bien, sortent toujours, bon, je ne dis pas que ça sort au bac, mais quand même, on peut toujours évaluer l'élève à partir de ça. C'est que qu'est-ce qui fait la différence entre l'œuvre d'art et l'œuvre technique? Ou bien qu'est-ce qui fait la caractéristique de l'art? Allez nous dire
qu'il y a deux manières de comprendre la caractéristique de l'œuvre d'art. Il y a le mode de production, il y a également la finalité. Le mode de production veut dire quoi? C'est-à-dire que comment l'artiste procède-t-il pour créer une œuvre d'art? Allez nous dire qu'au niveau de la création artistique, c'est l'œuvre qui vient avant l'idée. Et au niveau de la création technique, c'est l'idée qui vient avant l'œuvre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque l'artiste crée une œuvre, il n'a pas une feuille de route au départ. Lorsque l'artiste crée une œuvre, il ne le crée pas en fonction d'une idée qui détermine son travail. L'artiste crée son œuvre à partir d'une improvisation radicale. C'est pourquoi l'œuvre d'art, c'est une œuvre qui, à la fin, étonne, surprend même l'auteur. Donc une œuvre d'art qui ne peut pas à la fin surprendre l'auteur qui est en train tout simplement de le créer, ce n'est pas tout simplement de l'œuvre d'art. Parce que l'artiste crée son œuvre à partir d'une inspiration divine. L'artiste crée son œuvre à partir de ce que Kant appelle le génie. C'est ce génie-là qui est tout simplement un don, qui s'ouvre à l'art tout simplement, cette dimension divine, qui fait que tout simplement que l'artiste, quand il crée, au moment où il crée effectivement son œuvre, il ne peut pas répondre à la question de savoir, voilà ce que je vais créer. C'est pourquoi c'est seulement à la fin de sa création que l'artiste pourra tout simplement nommer son œuvre. Donc lorsque Alain dit que l'artiste, quand il crée son œuvre, il ne sait pas ce qu'il crée au départ, c'est parce que tout simplement, l'idée peut-être que l'artiste avait au départ ne correspond jamais effectivement à des résultats de son travail. C'est pourquoi on dit que dans l'œuvre artistique, c'est l'œuvre, dans la production artistique ou bien dans l'art, c'est l'œuvre qui précède l'idée. Autrement dit, on ne peut pas nommer une œuvre d'art, on ne peut pas nommer une œuvre artistique si l'artiste n'a pas fini de produire son œuvre. Donc c'est à la fin de la production de son œuvre qu'on pourra tout simplement dire, voilà effectivement ce que l'artiste vient tout simplement de créer. C'est pourquoi Alain dira même que l'artiste, au moment où il crée, il est spectateur de son œuvre et l'œuvre naît tout simplement au moment où l'artiste crée son œuvre. Donc il y a une dimension imprévisible. Et cette dimension imprévisible-là, l'élève doit comprendre cela, sinon tout simplement, il ne pourra pas tout simplement saisir ce qui relève effectivement de l'art. Donc l'essence de l'art, ou bien l'essence d'une œuvre d'art, c'est tout simplement cette capacité qu'a l'artiste de créer une œuvre et de mettre effectivement les moyens qu'il faut, mais au moment où il est en train de le créer, il ne peut pas vous dire ce qu'il est en train de faire. Il ne le dira qu'à la fin de son travail. C'est pourquoi c'est à la fin de la création artistique que l'artiste pourra tout simplement nommer son œuvre. Ce qui est tout simplement le contraire au niveau de la création technique. Parce qu'au niveau de la production technique, le menuisier ou bien le tailleur sait au départ ce qu'il va créer. Donc l'objet technique, c'est un objet qui obéit, qui est déterminé, qui est guidé par un projet que effectivement l'artisan a au départ ou bien même le technicien. Donc au niveau de la production technique, c'est l'œuvre, c'est autant pour moi l'idée, c'est-à-dire que c'est le projet qui précède tout simplement l'œuvre. Au moment où le menuisier est en train de fabriquer des tables, il sait qu'il est en train de fabriquer des tables. Mais au moment où l'artiste est en train de peindre quelque chose, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Donc ça, effectivement, c'est la première distinction, c'est la première chose qui nous permet de comprendre ce qui relève de l'art et ce qui relève tout simplement de la technique. Autrement dit, ce qui relève du travail de l'artiste et ce qui relève du travail de l'artisan. Deuxième chose qui nous permet aussi de distinguer l'art de la technique, c'est tout simplement leur finalité. L'art a une finalité désintéressée. L'œuvre d'art ne vise rien du tout que le beau, alors que l'objet technique est utilitaire. Donc l'art est désintéressé, l'œuvre technique est une œuvre utilitaire. L'œuvre technique, c'est une œuvre effectivement qui sert à quelque chose, alors que l'œuvre d'art n'est qu'une simple satisfaction. L'œuvre d'art ne fait que nous procurer un plaisir esthétique. Donc à partir de ce moment, vous verrez, chers élèves, que l'art se définit tout simplement par opposition à la technique, comme le dit tout simplement Alain dans son texte, qui dit que l'artiste se distingue de l'artisan, parce qu'au moment où l'artisan crée et sait ce qu'il est en train de créer, l'artiste, lui, il crée, mais il ne sait pas ce qu'il est en train de créer. Il ne le saura qu'à la fin de son travail, qu'il ne le saura tout simplement qu'à la fin de son activité artistique. Mais le point peut-être qui échappe parfois aux élèves, c'est de penser que
il n'y a pas une dimension technique dans la création artistique. Il ne faut pas penser que l'art, l'artiste, quand il crée, il ne se fonde pas sur un certain nombre de règles. Gaston Berger le dit. Gaston Berger dit qu'il n'y a pas une création humaine qui ne se conforme pas à des règles établies. Donc il y a une dimension technique au niveau de la création artistique. Autrement dit, l'artiste, quand il crée son œuvre, même s'il ne se fonde pas sur des règles préétablies, même s'il ne se fonde pas sur des règles définies, mais l'artiste ne peut pas se passer de science, l'artiste ne peut pas se passer de connaissances. Et l'exemple le plus pertinent, c'est l'existence de l'école des beaux-arts. Quand on parle de l'école des beaux-arts, cela veut dire que pour être un artiste, il faut l'apprendre. Cela veut dire qu'on ne n'est pas artiste, mais on le devient. Donc l'idée d'inspiration, l'idée tout simplement de génie, ce n'est pas quelque chose qui relève d'une réalité ex nihilo. C'est quelque chose, comme le dit Nietzsche, qui relève tout simplement du travail. Donc l'art est le résultat d'un travail et c'est à partir de ce moment que l'élève pourra effectivement comprendre que l'artiste, quel que soit son génie, l'artiste, quelle que soit sa capacité de créer, l'artiste, quelle que soit sa possibilité de créer une œuvre originale, il ne peut pas se passer de règles. Mais ces règles-là, il faut bien comprendre que ces règles n'enlèvent pas à l'art sa dimension originale, n'enlèvent pas à l'art sa dimension esthétique. Donc en résumé, si vous voulez bien, on peut dire que l'art se définit par opposition à la technique pour la bonne et simple raison que l'artiste, il est inspiré. L'artiste, quand il crée, il ne sait pas ce qu'il est en train de créer. Il est tout simplement inspiré par les dieux, comme le dit Platon dans l'un de ses ouvrages intitulé Ion. Donc l'art repose sur une imprévisibilité radicale. L'artiste, quand il produit son œuvre, il ne le prévoit pas. Or, l'artisan, c'est-à-dire le menuisier ou bien le tailleur, quand il est en train de faire quelque chose, il peut prévoir le résultat de son activité. Or, l'artiste, il ne peut en aucun cas prévoir le résultat de son artiste. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension divine qui est au cœur de la création artistique. Et cette dimension divine-là, vous le savez tous, c'est ce qu'on appelle don, c'est ce qu'on appelle inspiration, c'est ce qu'on appelle tout simplement ce qui dépasse effectivement la raison ou bien même la pensée. Donc ça, c'est le premier point que je voulais tout simplement expliquer. Peut-être je vais revenir après sur ça, si certains n'ont pas compris. La deuxième étape de mon intervention, c'est le rapport entre art et réalité. C'est-à-dire, quand on parle d'art et réalité, vous savez absolument que l'artiste, c'est quelqu'un qui représente la réalité. C'est ça qu'on appelle art comme imitation. Donc si l'artiste doit créer et que l'artiste ne peut pas créer à partir de rien et que pour créer il faut toujours que l'artiste regarde autour de lui ou bien l'artiste part de lui-même, donc là on dira tout simplement que l'art est imitation de la nature. L'art comme imitation de la nature signifie quoi? Cela signifie tout simplement que l'art est une photocopie, l'artiste photographie la nature. Donc l'art reflète la réalité, l'art copie la réalité, l'art effectivement est une représentation fidèle de la réalité. Cette conception de l'art comme représentation de la réalité, nous la retrouvons effectivement dans les courants de pensée que vous avez tous appris avec votre professeur de français. C'est le courant de pensée du naturalisme et le réalisme. Le naturalisme, le père du naturalisme, vous le connaissez tous, c'est Émile Zola. Si vous lisez le roman Émile Zola Germinal, vous allez comprendre comment Émile Zola est parti de la réalité effectivement du travail des ouvriers pour représenter effectivement cela au niveau de son roman qu'on appelle Germinal. Le réalisme également, vous connaissez tous cette célèbre citation de Stendhal qui dit que le roman est un miroir que l'on traverse, je ne sais pas, tout au long d'un chemin, ok, ou bien d'une route. Mais l'idée, c'est de comprendre tout simplement que l'art reflète la réalité, l'art effectivement est une reproduction de la réalité existante. Donc à partir de ce moment, l'artiste c'est effectivement celui qui nous permet de voir la réalité. L'art devient ici une sorte de photocopie de la réalité. Ça c'est l'art comme imitation. Maintenant, quelles sont les limites? Quelles sont les limites de la conception de l'art comme imitation? Est-ce que l'artiste doit imiter la réalité? Ou bien si l'artiste imite la réalité, est-ce qu'il ne s'éloigne pas de l'art? Oui. D'abord,
l'artiste, quand il imite la nature, il est limité. C'est pourquoi il y a un gars que vous connaissez tous, qu'on appelle, je ne sais pas, Bobo Design, je ne sais pas, c'est le gars qui... Non. Oui, c'est lui qui peut dessiner par son téléphone, par son bic, par son... etc. Est-ce que vous pensez que c'est un artiste? Est-ce que vous pensez que c'est un artiste? Pourquoi? Parce qu'il arrive à imiter une femme ou bien un enfant ou bien quelqu'un de manière identique. Est-ce que son travail repose sur la liberté? Est-ce que sans une personne devant lui, est-ce qu'il peut produire une œuvre? Vous voyez, vous remarquerez effectivement que en réalité, il n'est pas un vrai artiste. Pourquoi? Parce que il ne peut imiter que ce qu'il voit. Il ne crée pas. Il ne fait que imiter. Or, imiter, c'est quoi? Imiter, c'est effectivement obéir à la réalité naturelle. Il faut qu'une femme soit effectivement devant lui pour qu'il puisse tout simplement la dessiner de manière identique. Et à la fin, les gens disent que c'est absolument génial. Mais ce qu'il fait ne relève pas absolument de l'art. Parce qu'il est en train de recopier, il est en train de photocopier quelqu'un. Mais comment? C'est à partir tout simplement d'une idée qu'on appelle le souvenir. L'artiste, au sens, celui qui imite la nature, il ne limite qu'à partir effectivement de procédés de souvenirs. C'est-à-dire qu'il regarde la femme et à partir de son souvenir, il ne fait que tout simplement peindre. Donc, on verra là que le problème de l'art comme imitation part du fait que l'artiste, en imitant la nature, il perd sa liberté. L'artiste, en imitant la nature, il ne peut pas aller au-delà des murs de la nature. C'est pourquoi, même Hegel dira que l'art ne doit pas être une imitation de la nature, mais l'art doit être une création. Pourquoi? Parce que l'artiste, s'il imite la nature, il va tout simplement perdre sa capacité créatrice. L'artiste, s'il imite la nature, il va tout simplement se soumettre à des règles. L'artiste aussi, s'il imite la nature, au moment où il est en train de créer son œuvre, il sait déjà ce qu'il va créer. C'est l'exemple de ce bobo que je citais tout à l'heure. Au moment où il est en train de dessiner, toi qui es en train effectivement de le regarder sur Facebook, vous saurez absolument qu'à la fin, sur son tableau, va se refléter tout simplement la femme qui est devant lui. Or ici, Alain nous a dit tout à l'heure que l'artiste, quand il crée son œuvre, il ne sait pas ce qu'il va créer. Or lui, quand il crée, quand il est en train de dessiner, nous savons au préalable le résultat de son activité, au préalable le résultat tout simplement de son travail. Donc l'art comme imitation pose problème, en ce sens que l'artiste, s'il imite la nature, il perd sa liberté. S'il imite la nature, il est obligé de se contenter de ce qu'il voit. S'il imite la nature, effectivement, il s'éloigne aussi de ce qui fait l'essence même d'une œuvre d'art, qui est tout simplement l'aspect créatrice. Donc, l'aspect créateur, autant pour moi, excusez-moi. Donc, l'art n'est pas forcément imitation, l'art est création. Maintenant, quand les élèves disent souvent que l'art est création, qu'est-ce qu'il faut entendre par le terme création? La création signifie donner naissance à quelque chose de nouveau. C'est le fait surgir de la nouveauté dans la réalité. Or, il y a deux manières de créer. On peut créer à partir de rien. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. C'est seulement Dieu qui a cette capacité de créer à partir du néant. Mais l'artiste, c'est un homme. Donc, l'artiste ne peut créer qu'en partant soit de lui-même, ou bien soit effectivement de la nature. Mais quand il part de la nature, ce n'est pas pour imiter la nature, mais c'est pour transfigurer la nature. C'est pourquoi on vous dit que l'art n'imite pas la nature, mais l'art doit recréer la réalité. Parce que la réalité naturelle est différente de la réalité artistique. Hegel même dit que la beauté naturelle est inférieure à la beauté artistique. Pourquoi? Parce que ce que nous voyons là, par exemple, l'arbre que nous voyons là, c'est une production de la nature. Mais si nous regardons sur un tableau un arbre dessiné, ça c'est une production de l'esprit. Or, l'œuvre d'art ne relève pas de la dimension naturelle de l'homme. L'œuvre d'art relève tout simplement de la capacité spirituelle, de la capacité rationnelle effectivement de l'être humain. C'est pourquoi Hegel considère
que l'art est supérieur à la nature, que l'œuvre d'art effectivement ne peut pas s'égaler avec tout simplement ce qu'on retrouve au niveau de la nature. Donc l'artiste, quand il crée, il doit tout simplement faire surgir de la réalité au niveau, il doit faire surgir de la nouveauté au niveau de la réalité, en nous faisant voir ce que nous ne pouvons pas voir au niveau de la réalité, ou bien en ajoutant au niveau de la réalité quelque chose qui n'y était pas. Donc ce sont ces deux conditions qui donnent à l'art sa dimension créatrice. Donc créer, c'est soit faire surgir de la réalité quelque chose qui n'y était pas, ou bien ajouter de la réalité quelque chose effectivement qu'on ne parvient pas tout simplement à percevoir. Et Bergson dira même que l'art est dévoilement et que l'art effectivement est cette capacité qu'a l'homme de pouvoir voir ce que la nature nous empêche tout simplement de voir. Donc ça c'est le rapport entre art et réalité, où il y a deux moments, soit l'artiste, l'art et création, ou bien l'art et imitation. L'autre étape, c'est tout simplement l'explication d'une œuvre d'art. C'est-à-dire, peut-on expliquer une œuvre d'art? Quand cette question se pose, la première difficulté c'est quoi? C'est de se dire que, est-ce qu'on peut expliquer une œuvre d'art? Parce que l'œuvre d'art n'est pas une œuvre technique. L'œuvre d'art n'est pas une œuvre scientifique. L'œuvre d'art ne relève pas de la philosophie. Parce que pour expliquer quelque chose, il faut partir d'un ensemble de critères. Il faut partir d'un ensemble de données. Or, l'art, il n'y a pas de critères au niveau de l'œuvre d'art. Il n'y a pas effectivement de connaissances établies au niveau de l'activité artistique. C'est la raison pour laquelle expliquer une œuvre d'art risque tout simplement d'être une sorte de trahison même de l'art. Parce que toute explication d'une œuvre d'art risque tout simplement d'amoindrir ou bien même d'enlever à l'art ce qui fait de lui tout simplement ce qu'il est, c'est tout simplement cette dimension libre et cette dimension libératrice. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'on peut surmonter cette difficulté en tentant d'expliquer une œuvre d'art. Et là, il y a deux conceptions que je vais évoquer. La première conception, c'est celle de Freud. Freud nous dit que l'artiste, quand il crée, il ne fait que transposer, il ne fait qu'effectivement refléter au niveau de sa création sa dimension inconsciente. C'est ce qu'on appelle la sublimation. Vous remarquerez très bien que l'art permet ce que la vie nous interdit. C'est-à-dire que ce que, par exemple, quelqu'un n'a pas la possibilité de réaliser dans la vie concrète, il peut effectivement le réaliser au niveau de l'art. C'est-à-dire que l'art donne à l'homme une liberté absolue qui fait tout simplement qu'il peut faire surgir n'importe quoi, il peut même dessiner n'importe quoi, il peut aussi réaliser tout ce qu'il a envie effectivement de réaliser. Et c'est pourquoi tout simplement Freud parle tout simplement de sublimation. Si vous entendez le terme sublimation, ce terme renvoie à l'idée que par l'art, on peut satisfaire nos désirs inassouvis. Par l'art, on peut tout simplement réaliser nos rêves. Par l'art, on peut tout simplement faire ce que effectivement la vie nous interdit de faire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est l'explication marxiste. Au Karl Marx dira que l'artiste, c'est quelqu'un qui vit dans une société, c'est quelqu'un qui appartient à une culture, c'est quelqu'un qui appartient à un milieu. Et ce qu'il fait ne peut pas effectivement se passer de sa réalité culturelle ou bien même de sa réalité sociale. C'est pourquoi, du point de vue de Karl Marx, les artistes ne sont que tout simplement des gens qui sont appelés à transposer les réalités sociales et culturelles de leur époque, mais également aussi de leur société. L'exemple que je donne, c'est effectivement les sensibilisations que font les artistes à travers les places publiques quand ils dessinent quelqu'un qui porte son masque ou bien quand ils dessinent gel hydroalcoolique, etc. Donc cela témoigne tout simplement de la dimension matérielle, mais également aussi de la dimension sociale de l'art, qui fait que l'artiste lui-même ne peut pas se passer de sa réalité socio-culturelle, et c'est à partir de sa réalité socio-culturelle qu'effectivement l'artiste pourra tout simplement représenter quelque chose. Et en dernier lieu, bon ça je suis en train de faire un résumé parce que l'essentiel c'est tout simplement l'échange. En dernier lieu peut-être parler un peu des fonctions de l'art, parce qu'on dit souvent que l'art ne vise que le beau, c'est la fonction esthétique. Ce que Kant dit souvent en disant qu'une œuvre d'art soit belle et tais-toi.
Cela veut dire que lorsqu'on se pose la question de savoir quelle est la fonction de l'art, on dit que l'art ne vise que l'art. C'est la conception des Parnassiens. Donc les Parnassiens partagent avec Kant cette idée que l'art ne doit être au service d'aucune cause politique, religieuse ou bien artistique. Kant dit même que l'art est une finalité sans fin. Mais faire de l'art une finalité sans fin, cela peut nous mener à ce que, par exemple, Albert Camus dit l'art est un luxe mensongère. Ça veut dire que l'artiste ne peut pas aussi se passer des réalités de sa société. Tout l'art également aussi peut avoir comme fonction d'être au service de la société, c'est ce que vous appelez l'art engagement. En tout cas, sur les fonctions de l'art, je pense qu'il n'y a pas assez de choses à dire, parce que référez-vous effectivement au cours sur voilà, votre cours de français où le prof a considérablement mis l'accent sur effectivement les missions qui incombent tout simplement à l'artiste. Donc voilà, en fait, je voulais faire une petite synthèse et peut-être les discussions et peut-être même les préoccupations des uns et des autres pourra peut-être donner plus de consistance au débat. Merci.